Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par l'actualité politique avec le retour au bercail du premier vice-président de l'UFDG. Après avoir été gracié par le président de la République, Baouri est arrivé à Conakry ce dimanche en provenance de Paris où il vivait en exil depuis plus de 4 ans. Le numéro 2 de l'UFDG a été accueilli par les membres et sympathisants de sa formation politique qui l'ont conduit de l'aéroport à son domicile en passant par le siège du parti. Cette Bangaï revient sur ce retour. Après près de 5 ans d'exil pour des raisons politiques, le premier vice-président de l'UFDG regagne le pays. Récemment gracié par le chef de l'État, le numéro 2 de l'UFDG revient au bercail avec l'ambition d'œuvrer au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. À l'heure actuelle, j'estime et je pense qu'il y a des possibilités de faire avancer le processus démocratique guinéen. Mes rencontres avec le président Alpha Condé m'ont fait comprendre qu'il a une volonté d'aller dans le sens de la décrispation, d'où la grâce présidentielle, et je pense qu'il y aura certainement d'autres aménagements futurs qui permettront d'aller dans ce sens de manière encore plus large et plus concrète. Donc, je me dis que c'est une avancée et il faut accompagner ce processus pour que la Guinée se stabilise, pour que la Guinée puisse sortir d'une situation d'impasse dans laquelle les crises politiques permanentes l'avaient engluée. C'est dans notre intérêt. Ce n'est pas seulement l'intérêt de ceux qui sont dans la mouvance présidentielle, c'est l'intérêt de tout le monde. Le conseil spécial de Baouri considère ce retour au pays natal comme une preuve éloquente de l'émancipation démocratique de la Guinée. Une émergence favorisée par l'esprit d'ouverture du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. M. Baouri est dans une dynamique de réconciliation nationale au-delà même du parti. Le président Alpha Condé a posé un acte qui va certainement changer la donne dans les prochaines années. Aucun président auparavant n'avait posé un tel acte. M. Baouri et beaucoup d'entre nous étaient en exil, ils n'étaient pas en prison, donc il n'y avait pas la pression pour que M. Alpha Condé, le président Alpha Condé, libère un prisonnier politique. Il était en exil. Donc je pense que le président Alpha Condé s'est lancé dans une dynamique de réconciliation et vraiment de renforcement de la démocratie. Au nom de la nouvelle donne politique, Baouri compte participer à la construction d'une Guinée unie et prospère. Le combat du gouvernement guinéen pour l'autosuffisance alimentaire porte ses fruits. Le PAMA porte aussi son appui aux producteurs avec l'achat de 617 tonnes de riz local à Denké dans la préfecture de Boké. L'opération vise à alimenter les cantines scolaires par le riz du pays en vue de mettre fin à l'importation et stimuler la production locale. C'est le fruit d'une coopération fructueuse entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée avec le financement de l'USAID. Fodé Camara. Sur les rives du Rio Nunez, dans la commune rurale de Kolaboui, grâce au leadership de Mamadou Bobo Diallo, un fils du terroir passionné du travail de la terre, sur 8 km à la ronde, 8 villages vivent par le biais du maraîchage et de la riziculture. La commercialisation est l'un des maillons les plus faibles de la chaîne de valeur de cette filière. Aujourd'hui, ce maillon est redynamisé par le projet des achats locaux. À Denké, 617 tonnes de riz net étuvé seront rachetées par le programme alimentaire mondial grâce à un financement de l'USAID. Pour le riz, c'est nouveau. Et c'est donc la première fois qu'on achète une quantité importante de riz en Guinée. Et je vois que c'est un travail absolument immense de préparer ce riz étuvé et que la qualité est excellente. Et personnellement, je suis très contente et j'espère qu'on va pouvoir continuer avec l'appui des États-Unis et d'autres bailleurs. Après l'épisode Ebola, ce programme innovant permet de stimuler la professionnalisation agricole pour tenir la dragée haute face au riz importé. Toute une exigence de performance liée à des procédures d'achat sur la base d'appels d'offres, histoire de promouvoir l'économie verte. Nous savons que votre pays est riche en termes de ses ressources, mais nous savons aussi que chaque fois que cette trame passe, on peut utiliser cette richesse une fois. Mais avec l'agriculture, c'est quelque chose que vous pouvez planter et profiter chaque année. Alors cette part de l'économie, ça donne le futur vraiment. Au compte de cette première phase, plus de 1000 tonnes de riz seront vendues sur toute l'étendue du territoire national. Et en 5 ans, les producteurs vont engranger près de 30 millions de dollars.
Ainsi, les cantines scolaires seront alimentées par le riz du pays pour mettre fin à l'importation et redynamiser la production locale. Nous avons maintenu le plaidoyer auprès du PAM et que pour nous le vrai développement ou la vraie aide serait d'aller nous aider justement à sortir ce riz des greniers et de le mettre, de lui donner une belle visibilité. Et ce que le PAM a finalement entendu grâce à l'appui du chef de l'État qui nous a soutenus dans cette démarche de valorisation de notre production locale. Le programme Cantine scolaire du PAM est une véritable société de consommation qui nourrit 24 millions d'enfants dans le monde. Aujourd'hui, principal challenge à relever par les acteurs du secteur agricole, réussir cette première phase en respectant scrupuleusement les exigences de qualité du cahier de charges, ceci pour baliser la piste de l'extension de ce partenariat de valorisation des produits locaux à d'autres filières. Dans cette plaine agricole de Denke, plus de 500 hectares sont valorisés par un fils du terroir. Mamadou Bobo Diallo fait une récolte de 500 tonnes par an. Il y a quelques années, ce producteur envisageait de nouvelles méthodes pour doubler la production et passer à l'agro-industrie. Aujourd'hui, ce rêve est en phase d'être une réalité à travers ce partenariat tissé avec le PAM. Sur le terrain, les partenaires ont visité le site de production, l'espace de stockage, de séchage et ils ont apprécié la technique de l'étuvage. Makale Souma, Sadoubaï pour ce grand format de notre journal. Le village agricole de Denkin est situé à plus de 300 km de la capitale Conakry. Un champ à perte de vue de plus de 500 hectares. Les efforts fournis dans ce champ en matière d'aménagement ont permis de doubler la production. Elle est passée de 200 tonnes à 500 tonnes par an. La conséquence d'une technique améliorée et d'une méthode plus participative. Nous prenons chaque soir 200 sacs de riz net, de riz paddy que nous mettons dans le bassin. Nous couvrons avec une eau chaude de 65 degrés jusqu'à 10 cm qui passe la nuit, 2 nuits et une journée. Le matin, nous retirons l'eau et l'étuvage commence. Chaque fût contient 1,5 sac et le grand fût contient 12 sacs. Donc on fait ça 8 fois. Chaque groupe doit faire ça au minimum 8 fois par jour. À Denkin évoluent plus de 200 femmes et hommes, tous actifs. Des bras valides qui sont employés et chacun a des postes précis. Nana Bangoura est une nouvelle recrue. Elle est arrivée ici il y a seulement un mois. Je suis nouvelle ici. On m'a parlé de Denkin et je suis venue voir. Aujourd'hui, je suis employée à plein temps. Je ne chôme plus et le plus important, c'est que je m'occupe très bien de ma petite famille. Denkin est une plaine familiale exploitée et mise en valeur depuis 2003 par l'opérateur Mamadou Bobo Diallo. C'est seulement cette année que la vente du riz net a commencé avec le partenariat signé entre Denkin et le programme alimentaire mondial PAM. J'ai été contacté par le PAM. Donc ils m'ont posé la question, est-ce qu'on est capable de fournir? Je dis oui, si nous avons des marchés. Après, j'ai lancé un appel d'offres, j'ai soumissionné, donc ils m'ont accordé cette quantité. Comme vous avez constaté, dans le magasin à la production de 2014 qui attend là-bas. Donc c'est pour cela que maintenant on pense à transformer. Mais cela n'arrête pas les dons. Vous avez constaté même le riz traité là. Vous trouvez même la caméra, vous avez vu, les gens sont en train de charger. Donc ça ne va pas arrêter le service dont j'ai l'habitude de choses, parce que le PAM ne prend pas la totalité. Mais quand même c'est encourageant, comme j'ai lu dans un communiqué de l'ambassade des États-Unis, que c'est la première fois dans l'histoire de PAM de faire un achat local de telle quantité. Donc c'est une fierté pour moi. Ça prouve qu'on est capable de faire de bonnes choses. Dans ce champ sont cultivées 5 variétés de riz, mais les plus prisées restent les variétés Djoukeme, HT1 et P6. Elles seraient très nutritives et surtout faciles à conserver, au dire des spécialistes.
Le partenariat d'achat de 617 tonnes de riz local entre le PAM et Denquin par l'entremise de l'USAID est un bel exemple d'encouragement des producteurs locaux. On est en train de lancer un programme de 5 ans qui va commencer avec l'année fiscale cette année même, 2016. Et on est en train de, maintenant, on fait les évaluations pour bien identifier les besoins et les opportunités ici dans le marché local et dans les thèmes agricoles, tout ce que sont agricoles. Dans ce même champ, 6 hectares sont affectés aux femmes du village. Elles y plantent des légumes de toutes sortes. Aujourd'hui, une autre partie est donnée pour la production de la pomme de terre. Maintenant que la transformation du riz et sa commercialisation ne sont plus des problèmes majeurs à Denquin, l'heure est à la motivation des travailleurs pour que la production journalière de 7 à 8 tonnes de riz net soit doublée, voire triplée. Autre fait d'actualité et recherche scientifique, l'Institut Pasteur de Guinée vient de recevoir dans ses locaux un laboratoire mobile offert par la Russie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce laboratoire vient renforcer les capacités du centre. Il sera utilisé par les chercheurs de l'Institut pour la recherche épidémiologique post-Ebola. Mamaïsata Kamara. Ce laboratoire mobile est un don de la Russie à la Guinée. Financé à hauteur de 5 millions de dollars américains par Roussal, son utilisation par l'Institut Pasteur de Guinée permettra d'effectuer des recherches sur plusieurs maladies infectieuses. C'était la décision du gouvernement russe de transmettre ce laboratoire à la partie guinéenne pour que notre coopération dans le domaine d'éradication, pas seulement du virus Ebola, mais d'autres virus, continue. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est essentiel et ce n'est qu'un début de notre coopération et nous allons continuer de coopérer. Dès l'apparition du virus Ebola en Guinée, la société Roussal et la Fédération de Russie sont données les mains à travers Rospatenazor. Cela veut dire que c'est au service fédéral qui défend les droits des consommateurs de la Fédération de Russie pour construire ce centre qui est moderne et envoyer le laboratoire mobile qui a contribué naturellement à la lutte contre ce virus. C'est suite à la formation de médecins guinéens à l'utilisation de ce laboratoire performant que la Russie a transféré ce laboratoire mobile à l'Institut Pasteur de Guinée. Un geste qui a fortement marqué les autorités du pays. Par ce don du laboratoire mobile ultra-moderne à l'Institut Pasteur de Guinée, le gouvernement de la Fédération de Russie vient de répondre à une impérieuse nécessité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est-à-dire de faire de cette institution une institution pilote qui servira de référence pour la problématique des recherches et du diagnostic rapide de toutes les maladies. J'exprime ma reconnaissance et ma gratitude aux autorités de la Fédération de Russie et à tous les membres des équipes sanitaires russes qui ont participé efficacement à la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. Ce laboratoire mobile vient s'ajouter à ce centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux, un autre geste de Roussal. Avec cette logistique, l'Institut Pasteur de Guinée pourra renforcer la prévention et l'éradication des maladies infectieuses. Gestion post-Ebola, fini l'épidémie, mais la vigilance reste toujours de mise. Avec le retour du virus en Sierra Leone, cela amène la Guinée à mettre les garde-fous et à redoubler la vigilance au niveau de ses frontières. Pour atteindre donc l'objectif plus jamais Ebola en Guinée, élus locaux et partenaires se concertent sur les nouvelles dispositions à mettre en place. Kerno Maroufouba. En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la fin de l'épidémie d'Ebola a été déclarée le 12 janvier par l'Organisation mondiale de la santé. Une semaine après l'annonce, un nouveau cas surgit de la Sierra Leone et relance à nouveau le compte à rebours. Du côté de la Guinée, la préfecture de Forêt-Karia, la localité voisine de la Sierra Leone, renforce sa vigilance. Ici, élus locaux et partenaires échangent sur les nouvelles dispositions à prendre pour contrer cette menace. Dès que nous avons été informés
qu'il y a eu un cas à Cambia, nous souvenons de ce qui s'est passé en 2014. Les premiers cas signalés venaient de la Sierra Leone. C'est pourquoi cette fois-ci, nous voulons prendre à bras le corps la riposte. Cette première rencontre post-Ebola dans la préfecture de Forêt-Karia vise à conjuguer les efforts pour éviter le retour à la classe départ. Dans ce combat, les autorités de Forêt-Karia bénéficient du soutien des partenaires. Depuis quelques jours, nous avons constaté une baisse de l'alerte au niveau de nos communautés, surtout dans la zone de Forêt-Karia qui fait frontière à la Sierra Leone. Donc en vue de ne plus reprendre à lutter contre Ebola, mais faire face aux autres actions de développement, nous avons décidé aujourd'hui de réunir tous les acteurs communautaires des 9 localités de Forêt-Karia pour leur expliquer c'est quoi la surveillance à base communautaire, c'est quoi la poursuite des mêmes habitudes qu'on a fait au moment d'Ebola, c'est-à-dire l'utilisation des kits d'hygiène, ainsi de suite. Nous avons reçu à travers la collaboration qui nous lie à Cambia la liste de ces 50 contacts perdus de vue. Donc nous-mêmes on a diffusé ça à tous les sous-préfets, à toutes nos équipes pour essayer de renforcer la vigilance. Les 90 jours de surveillance renforcée post-Ebola est l'actuel champ de bataille des partenaires engagés dans cette lutte. Dans le même contexte, plus de 150 jeunes sont en formation à Forêt-Karia sur les événements communautaires et l'alerte maximale. Les participants seront outillés en techniques de prévention de toute maladie à potentiel épidémiologique. À terme, ils auront pour mission de sillonner les ménages afin de collecter toute information liée au décès et naissance à base communautaire. C'est une synergie d'action ministère de la Jeunesse et l'UNICEF. Abdelaziz Baldé signe ce reportage. Près de 3 semaines après la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, à Forêt-Karia, la vigilance reste toujours de mise. Tout cet atelier de formation qui regroupe plus de 150 jeunes, dont 35 venus de la préfecture de Koya. Le but, sillonner les ménages afin de relier toute information liée aux naissances et aux décès à base communautaire. Par rapport aux naissances et aux décès, il y a, dans les collectivités, ça ne se pose pas comme problème parce que dans les mosquées, dans les églises, les informations passent. Et les jeunes qui y fréquentent ces localités, ils sont au courant et ils peuvent en temps réel remonter des informations. Donc le dispositif à la longue va aboutir à la mise en place des réseaux de YouReporters qui sont à la disposition du ministère de la Jeunesse pour collecter des informations et les remonter pour pouvoir être archivées au niveau du ministère de la Jeunesse. Quand Ebola est apparu en Guinée, c'est le manque d'informations dès l'apparition qui a amené beaucoup de difficultés après plusieurs mois seulement. Mais cette fois-ci, avec le système d'alerte qui est mis en place, c'est l'alerte qui est sonnée aussitôt qu'il y a un décès communautaire, aussitôt qu'il y a une naissance dans une communauté. Pendant 4 jours, ces volontaires seront outillés en pratique familiale essentielle. L'initiative est de stopper toute maladie à potentiel épidémique. Il y a des districts qui sont situés à 100 km du centre de la ville. Ces populations aussi ne sont pas tous concentrées dans un même lieu. Et si aujourd'hui, à travers ce projet, on promet que cette difficulté sera corrigée dans un bref délai, ça ne peut que nous ragaillardir, nous reconforter. Sous la roulette du ministère de la Jeunesse, avec l'appui de l'UNICEF, ce projet de formation de jeunes volontaires va toucher toute l'étendue du territoire national. Un mot de religion à présent. La deuxième promotion des imams boursiers pour la formation au Maroc partira de Conakry les jours à venir. Au nombre de 100, ces leaders religieux ont reçu leurs billets et passeports de voyage au centre islamique de Donka. Ce geste est le résultat d'un partenariat entre le royaume chérifien et la Guinée. Nabi Zakaria Bangoura. Le secrétaire général des affaires religieuses et l'ambassadeur du Maroc en Guinée se sont donné rendez-vous au centre islamique pour livrer des billets et passeports de voyage aux 100 imams de la deuxième promotion des boursiers devant suivre leur formation en théologie au Maroc. La sélection de ces boursiers est faite sur un certain nombre de critères. Le critère principal, c'est la connaissance de la langue arabe, parler, écrire et lire correctement, puisque toutes les leçons qui seront données là-bas seront en arabe, sauf le français, c'est comme une matière seulement. Nous avons dit aussi l'âge requis est de 25 à 50 ans, puisque c'est des gens qui vont partir pour être formés et au retour, ils doivent être capables de former d'autres. Pendant 2 ans, ces imams boursiers
apprendront des métiers professionnels. Le Maroc a décidé de répondre à la demande de nos frères guinéens pour la formation des imams au Maroc, puisque nous partageons ces valeurs de l'islam, donc ces valeurs véhiculées par une religion d'ouverture, de tolérance, de respect de l'autre dans sa différence. Notre message auprès de ces imams, c'était des messages de bonne conduite dans leur deuxième pays qui est le Maroc. C'est des messages de fraternité, et des messages de bon comportement et des messages de coexistence pacifique surtout, et des messages de tolérance entre eux et entre les autres. Cette formation qui s'étend sur 500 imams guinéens a été octroyée par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc lors de sa visite d'amitié en Guinée. Direction Mamou, la ville Carrefour vient de bénéficier d'un centre de crédit rural Caisse Nafa. Situé en plein cœur de la ville, ce nouveau bâtiment est entièrement financé sur fonds propres. La cérémonie inaugurale a mobilisé autorités, partenaires et bénéficiaires. Mamadou Patabalde, notre correspondant dans la région. Au cœur de la ville Carrefour, le nouveau siège du crédit rural Caisse Nafa de Mamou est un bâtiment à étages composé de bureaux administratifs, de salles de réunion et de plusieurs guichets et caveaux sécurisés. Cet ambitieux objectif de servir la population ne peut se réaliser sans la participation et l'engagement de tous les travailleurs associés et élus du crédit rural, mais aussi et surtout le soutien et l'accompagnement des autorités du pays que nous sollicitons vivement. Outil précieux de lutte contre la pauvreté, le crédit rural de Guinée facilite aujourd'hui plus de 200 000 ménages à sécuriser des fonds et à procéder à des transferts d'argent sur toute l'étendue du territoire national. La réalisation de telles infrastructures traduit la volonté des responsables du crédit rural de Guinée de renforcer l'intervention de leurs institutions en faveur des populations à la base qui en ont réellement besoin. Satisfait de la réussite de ce projet, hommage a été rendu à tous les acteurs, parmi eux Moussa Diallo, membre du conseil d'administration du crédit rural de Mamou, rappelé à Dieu il y a environ un an. Et puis la Jeune Chambre internationale a un nouveau président, son nom Ismaël Touré. Il vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions pour un mandat d'1 an. Il aura pour mission d'œuvrer pour le développement et la visibilité de l'ONG en Guinée. Diamo Kaba, Aboubakar Sidik Souma. Un an, un homme et un mandat. À la Jeune Chambre internationale JCI, c'est une longue tradition. Ismaël Fanta Touré occupe désormais la fonction du président de la JCI. Il remplace Amadou Haroun Bari qui, en 2015, s'est investi pour l'amélioration et le rayonnement de la structure. Le bilan est positif. Sachez qu'on a commencé avec une organisation spéciale, mais aujourd'hui nous sommes à plus de 5 voire 10 démembrements. Je suis sûr et je suis certain que le président entrant est un homme d'expérience et mettra son expérience à la disposition de l'organisation afin que ce soit une réussite pour tous et pour toutes. Avec l'appui de ses collaborateurs, le nouveau président s'engage à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance. L'engagement citoyen, c'est le thème de cette nouvelle mandature. Et déjà, nous sommes des jeunes citoyens actifs, donc nous sommes au service de nos communautés. Donc il va sans dire que chaque membre de la Jeune Chambre internationale de Guinée, en ce qui lui concerne, doit s'investir à travailler dans le cadre de la citoyenneté active pour pouvoir contribuer au changement. Je mettrai toute mon énergie afin que les objectifs qui nous ont été assignés ou qui se sont assignés eux-mêmes, qu'ils puissent les atteindre dans l'intérêt de tous les Guinéens et aussi dans l'intérêt de la jeunesse guinéenne. Espace d'échange et d'intégration, la Jeune Chambre internationale de Guinée compte aujourd'hui plus de 500 adhérents. Son ambition est d'offrir de nouvelles opportunités de développement aux jeunes Guinéens.
En bref, et en image à l'étranger, l'Iran va signer un contrat pour l'achat de 114 avions Airbus lors de la visite du président Hassan Rouhani en France, prévue le 27 janvier prochain, a déclaré le ministre iranien des Transports. Il s'agit de la première annonce commerciale d'envergure depuis la levée des sanctions internationales le 16 février à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Au pays de l'oncle Sam, l'est des États-Unis est paralysé par une tempête de neige historique. De très abondantes chutes de neige se poursuivaient samedi dans tout l'est où la tempête Jonas a fait au moins 10 morts et privé des centaines de milliers de personnes d'électricité. D'après la météo, la neige qui tombait sans arrêt devait continuer à